le chapitre que Marie Nadeau a écrit, bien sûr en collaboration avec Rosiane Arsenault, Carole Fischer et Claude Quévillon-Lacasse, s'intitule « Les dictées métacognitives, un dispositif didactique prometteur pour le développement de la compétence orthographique en milieu minoritaire ». Alors, je vais sans plus tarder laisser la parole à Marie qui va nous présenter un petit peu le chapitre, la visée du chapitre, les grandes lignes, et puis après, j'irai avec des questions, Marie, qui sont un petit peu plus formelles par rapport au contenu. À toi la parole. Bien, alors merci de me recevoir comme ça en entrevue. Tout d'abord, je dois préciser que cette recherche-là était une recherche commanditée, c'est-à-dire commandée par le ministère de l'Éducation en Ontario pour le réseau francophone, qui s'intéressait particulièrement aux élèves de 9e année de la filière qu'on dit en Ontario appliquée, c'est-à-dire c'est une filière qui mène à des études professionnelles en comparaison à des élèves dits de la filière théorique, qui mènent à des études collégiales ou universitaires. Alors, pourquoi il s'intéressait particulièrement à ces élèves de 9e année? C'est parce que c'est le début d'un cycle où est-ce qu'en l'année suivante, en 10e année, il y a un test de français qui s'appelle le TPCL. C'est ça. D'année en année, je crois qu'on constate que les élèves de la filière appliquée ont beaucoup plus d'échecs que les élèves de la filière dite théorique. C'est de l'ordre de 1/3 d'échecs versus 5% d'échecs. Donc, ils étaient à la recherche de moyens efficaces pour améliorer l'enseignement du français chez ces élèves-là. Et ils se sont intéressés aux dictées métacognitives interactives. Et pourquoi ils se sont intéressés à ces dictées particulières? C'est parce que je venais à l'époque de terminer un gros projet au Québec qui a expérimenté, alors par dictée métacognitive interactive, on parle de la dictée zéro faute et de la phrase dictée du jour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres variantes qui peuvent exister, mais ce sont les deux types de dictées métacognitives que nous avons expérimentées en Ontario. Parce qu'au Québec, on avait eu des résultats très positifs à tous les niveaux scolaires où est-ce qu'on avait expérimenté ces dictées-là qui allaient de la 3e primaire à la 3e secondaire. Donc, c'était intéressant que le ministère de l'Ontario cherche à valider l'efficacité de ces dictées chez les Franco-ontariens en milieu minoritaire et en particulier pour ces élèves réputés plus faibles que les autres dans le milieu scolaire. Donc, ça, c'est le contexte de la recherche. Alors, est-ce que tu peux préciser un petit peu l'objet d'étude, en fait? Alors, la question de recherche, en fait? La grande question de recherche était est-ce que la pratique régulière de dictée métacognitive interactive en classe chez les élèves de 9e année conduisent à des progrès chez les élèves en orthographe grammaticale? Est-ce que c'est efficace plus que des méthodes, bon, on pourrait dire habituelles? Plus traditionnelles? Traditionnelles, on ne sait pas trop ce que c'est, je trouve. Mais en comparaison à un groupe contrôle qui ne fait pas de dictée métacognitive, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc, ça, c'était la principale question de recherche et on examinait 2 facteurs plus spécifiquement, comme je l'ai dit depuis le début, la filière, les élèves de la filière appliquée en comparaison aux élèves de la filière dite théorique. Et on a aussi passé un petit questionnaire chez les élèves pour leur demander leur degré d'usage de la langue française en dehors de la classe. Parce qu'on sait que ce sont tous des élèves scolarisés en français, mais vous savez davantage que moi la grande variété qui existe dans les milieux minoritaires. Alors, on a demandé aux élèves, en dehors de la classe, pense à tes conversations avec tes amis, dans ta famille. Est-ce que tu parles toujours français, plus souvent français que, on a dit une autre langue, mais cette autre langue déclarée était toujours l'anglais.
quelques fois une troisième langue. Alors, ça allait en 5 catégories, de toujours français à jamais français. Et toujours l'autre langue. Alors, comme tu as commencé à l'aborder, c'était une de mes prochaines questions. C'était d'un point de vue méthodologique, comment est-ce que vous avez fonctionné? Je dis vous parce que c'est l'ensemble du groupe, bien sûr. Ah, oui. Alors, c'est une recherche très classique d'intervention. C'est-à-dire qu'on a fait un test chez les élèves avant et après l'intervention et on a passé le même test dans un groupe contrôle. Alors, on avait quelque chose comme 117 élèves de 9e année du groupe expérimental, mais qui provenaient d'une quinzaine de classes éparpillées dans différents conseils scolaires. Par rapport à des élèves d'un groupe contrôle qui étaient aussi en 9e année, appliqués et théoriques, qui étaient au nombre de 67 ou 69. Il faudrait que je vérifie. Okay. Donc, on a passé le test. Le groupe expérimental a fait une intervention. Donc, les enseignants ont procédé à une dizaine de dictées métacognitives sur 4 mois. Avec les discussions qui s'ensuivent et tout. Ils ont été formés grâce, évidemment, au projet précédent qui nous avait permis de déterminer des gestes gagnants et pour lesquels on avait des vidéos de classe qui montrent concrètement comment animer une discussion. Et ils étaient soutenus aussi par les conseillers pédagogiques au besoin. Donc, on a passé les tests aux deux groupes. Je voulais dire aussi, bon, c'est ça, ils ont été soutenus dans l'implantation des pratiques, un minimum. Ce que je veux dire, c'est que le test était une dictée évaluative traditionnelle, d'accord, passée avant et après, et présentait une variation linguistique pour une variété d'accords. La dictée test présentait une variété d'accords, mais sans aller chercher des exceptions, là. Ce n'était que de grandes régularités avec, par exemple, dans l'accord sujet-verbe, un groupe sujet plus ou moins long, mais pas de grands pièges, aucun piège en fait. Donc voilà, et puis on fait une comparaison. Hein, on pré-post. Et pré-post, et on regarde les résultats. Et les résultats, si tu veux que j'enchaîne. C'était exactement ma prochaine question. C'est quoi les principales, je dirais, conclusions que vous avez tirées de cette recherche? Alors, les principaux résultats sont positifs. Un, c'est une bonne nouvelle, c'est que tant les élèves appliqués que théoriques, des cours théoriques, ont progressé en orthographe grammaticale, pendant que le groupe contrôle de chaque filière restait très stable. Alors, ils ne sont pas nécessairement tous au même niveau au départ, là, mais malgré ça, les progrès sont significatifs dans les 2 filières des élèves du groupe expérimental. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, ça montre que tout type d'élèves progresse grâce à ces dictées. Et autre bonne nouvelle qui nous a étonnés, c'est qu'il n'y a aucun effet du degré d'usage de la langue à la maison ou en dehors de la classe sur les progrès. Alors, tout le monde a progressé à peu près également dans tous nos sous-groupes quand on divise les élèves selon l'usage, le degré d'usage de la langue à la maison. Et ça, ça me conforte, ou ça confirme l'idée ou l'hypothèse que puisque nos accords grammaticaux sont inaudibles en majorité, il faut un raisonnement explicite conscient pour les réussir et pour maîtriser. Autrement dit, il faut se débrouiller bien en analyse. Et ça, ça fait appel à des connaissances explicites et pas à l'intuition de la langue parlée. Oui, donc, complètement. L'importance du méta, on ne le répétera jamais assez. Hein. Mais c'est ce qui expliquerait, à mon avis, que nos groupes qui sont moins exposés au français peuvent progresser autant par les dictées métacognitives, parce que c'est un raisonnement qu'on fait en classe, qu'ils apprennent. Hein, je veux dire, comme on apprend à faire des opérations mathématiques. Tout à fait. Mais
Moi, j'ai eu beaucoup d'intérêt en lisant votre chapitre, justement, parce que ici, on a toujours cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, à savoir, on est dans un contexte anglo-dominant. Si les élèves ne parlent pas français à l'extérieur, ils vont perdre leur français. En tout cas, bon. Et justement, lorsque j'ai lu le chapitre, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça parce que, en fait, effectivement, comme tu viens de le souligner, ce qui ressort, c'est la signifiance, en fait, des apprentissages et puis les mots, la réflexion qu'on amène les élèves à faire sur la langue. Une fois que ça s'est intériorisé, et c'est intériorisé. Oui. Donc, Non, il ne faut pas imaginer de miracle, et le non, miracle ne se produit pas non plus au Québec ni en France. Ils font des progrès significatifs, mais ils ne passent pas de 25 fautes à 0 faute. Là. non, 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 on est d'accord. Mais l'idée, c'est de montrer qu'il y a un effet. Mais ils progressent absolument, et les progrès sont toujours là en matière d'orthographe grammaticale. Hein. Moi, je cite toujours une étude à large population qui a été faite en France, une dictée identique Oui. donnée à 3000 élèves de 5 niveaux scolaires, l'étude de Manès et Cogis en 2007. Oui. Et les progrès en orthographe grammaticale, c'est une erreur et quart de moins par année scolaire. Hein? C'est quand même très, très lent comme progrès, si on considère ça comme étalon d'un progrès normal. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Ben justement, ça m'amène à ma prochaine question. La contribution de ce chapitre par rapport au contexte minoritaire, qu'est-ce qu'il apporte en termes d'enjeux pour mieux comprendre justement ces milieux-là? Ben, je crois que c'est important de tester une pratique dans différents milieux, et que ce n'est pas nécessairement le cas qu'une pratique qui est bonne en milieu majoritaire va l'être en milieu minoritaire. Donc, c'est important de le faire. Mais je crois sûrement qu'il existe, parce qu'il existe sûrement des pratiques qui sont plus universelles, on va dire, et d'autres plus spécifiques. Ça ne m'étonnerait pas. D'accord? Que les deux existent, mais pour le savoir, il faut tester sur le terrain à diverses populations. Et ça, en éducation, on ne le fait peut-être pas suffisamment. Je suis bien d'accord avec toi. Dernière petite question. Oui, vas-y, tu as autre chose à ajouter? On rêverait, parce que hier soir, je sors complètement du sujet, mais j'ai vu un documentaire sur les façons de procéder des Google et Facebook de ce monde. Et ils ont des moyens pour tester des choses infimes dans le comportement de leurs utilisateurs. Et je veux dire, on est tellement pauvre en éducation pour tester à l'échelle. Tu prêches une convaincue. C'est frustrant. Oui, parce que ça prend de l'argent. Et ça prend on souhaiterait avoir les moyens qu'ils ont. Enfin, c'est incroyable à quel point ils vont, pour la consommation, il y a de l'argent pour tester le moindre comportement qui va inciter à acheter. Et puis en éducation, sur l'apprentissage, c'est toujours difficile. On est toujours le parent pauvre, malheureusement. Hein. C'est ce qu'on sent. Ouais. Alors, ma dernière petite question. À ton avis, en quoi est-ce pertinent qu'un livre comme cet ouvrage collectif fasse le point justement par rapport à ce que disent les chercheurs au regard des différents contextes? Qu'est-ce qu'il amène en termes de pertinence, à ton avis? Ben, je pense que la principale pertinence, c'est peut-être de contrer quelque chose qu'on entend souvent chez les enseignants. C'est « Ah, c'est intéressant ce que vous faites, mais pour ma classe, ça ne convient pas. » Je pense que… On connaît tout ça, oui. On connaît tout ça, mais on connaît ça aussi en milieu majoritaire. Ah, mais oui. Il reste que ça prend des arguments et que la recherche apporte des données, des faits. Qui va peut-être donner un peu de motivation aux enseignants pour cheminer sur le plan professionnel, parce que c'est possible de le faire. Oui. Hein? Et de le contextualiser à différents milieux, parmi les milieux, les contextes minoritaires, je pense que c'est important de le faire, oui. Oui, d'accord. Ben, Marie, je te remercie encore beaucoup d'avoir accepté de faire cette entrevue.